Le soleil se lève pour tout le monde, mais retenez ceci, hein, seuls les courageux se lèvent avec lui. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission dénommée Bonjour le Passo. En tout cas, c'est un plaisir renouvelé pour moi de vous retrouver cette semaine pour cette belle aventure. Je rappelle que la présentatrice de l'émission, Abzet Anikiema, est en congé. Donc nous sommes là naturellement pour remplacer Abzet Anikiema et nous profitons justement de l'occasion pour lui faire donc un coucou spécial. Tout de suite et maintenant, plantons le décor de l'émission. Dans la rubrique à la découverte de cette semaine, nous allons à la découverte d'une forêt. Il s'agit donc de la forêt du Cou, située donc à Bobo du Lasso. Nous allons donc découvrir cette belle aventure avec Abzet Anikiema. Et pour la revue de presse d'ici là, nous allons recevoir Amadé Adamasoro qui va justement décortiquer l'actualité pour nous, car oui, nous voulons être informés. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons ce matin Dr Abdraman Ouattara, directeur de l'antenne régionale de Ouagadougou du SAMU. Nous allons donc parler du SAMU. Restez connectés, il sera là d'ici là. Aujourd'hui c'est lundi et comme tous les lundis d'ailleurs, nous avons rendez-vous avec Francis Emmanuel Zongo pour cette rubrique éphéméride. Alors le décor est très bien planté, installez-vous confortablement. On se retrouve juste après cette semaine. Nous sommes installés dans la belle ville de Sia, Bobo du Lasso, pour vous faire découvrir cette forêt, la forêt du Oku. Alors cette forêt ou encore la guinguette située à 20 km de Bobo du Lasso a été classée officiellement en 1951 sous la haute volta dans le cadre de la politique de protection des massifs forestiers. Allons justement à la découverte de cette belle forêt avec Abzet Anikiema. Nous poursuivons toujours la découverte de la belle cité de Sia, Bobo du Lasso, et nous sommes partis à quelques quinzaines de kilomètres de Boboville pour vous faire découvrir la forêt classée du Cou, jumelée à la guinguette. Oui, vous entendez parler de guinguette, mais sachez que la forêt classée du Cou couvre la guinguette et on y est pour la découverte de ce lieu. Pour les amoureux de la nature, vous allez adorer la forêt classée de Cou. La forêt classée de Cou est encore appelée la guinguette par certains pour faire référence au lieu qui était aménagé pour la détente appelé la guinguette ou la guinguetta et qui se trouvait à l'intérieur de la forêt classée de Cou. Cette forêt est située à environ 20 km à l'ouest de la ville de Bobo du Lasso et couvre une superficie d'environ 121 hectares. L'espace de la forêt est entièrement clôturé. La forêt de Cou a été officiellement classée en 1951 sous la haute volta dans le cadre de la politique de protection des massifs forestiers. En plus, les dirigeants avaient pour objectif de protéger les sources qui alimentent la ville de Bobo du Lasso en eau potable. Oui, les sources d'eau de la forêt du Cou alimentent Bobo en eau potable et desservent les champs de riz de Bama en eau. La forêt de Cou dispose de plus de 300 espèces de plantes différentes et il y a aussi des animaux sauvages au niveau de cette forêt classée comme les serpents, les singes et une multitude d'espèces d'oiseaux. Afin de renforcer sa protection, des travaux de réhabilitation du mur de clôture de la forêt classée ont été réalisés en 2024 pour préserver l'intégrité physique de la surface protégée. Le comité local de gestion, une association bénévole qui accompagne dans la gestion de cette forêt classée, déplore quelques difficultés, notamment l'ensablement des sources d'eau et rivières que l'on retrouve au niveau de la forêt de Cou due à l'exploitation de l'homme. La forêt de Cou a besoin de quelques travaux en son sein. Des travaux pour refaire par exemple les ponts à l'intérieur, les bancs de soupir, les pancartes qui donnent les informations sur les espèces des plantes. On ne peut pas parler de la forêt de Cou sans parler de la guinguette ou guinguetta. En bordure de la forêt classée de Cou se trouve la guinguette ou guinguetta, un site touristique très prisé par les Bobolais et même ceux qui viennent d'ailleurs. Ce lieu de détente est aménagé autour d'une piscine naturelle alimentée par un affluent de la rivière Cou
où l'eau coule tout le long de l'année. La Guinguette est réputée pour ses espaces de baignade, de pique-nique et de loisirs en pleine nature. Même si aujourd'hui, les guides rapportent que la baignade y est interdite dans l'optique de protéger les espèces de la forêt. Néanmoins, la Guinguette constitue l'une des principales attractions touristiques de Bobo-Dioulasso et complète la visite guidée de la forêt classée de Kou. La forêt classée de Kou vous accueille tous les jours pour les visites, sauf en cas de forte pluie. Pour les conditions de visite, c'est 100 francs CFA pour les élèves nationaux et 300 francs pour les adultes nationaux. Pour les étrangers, c'est 1000 francs. Et voilà, vous venez de découvrir la forêt du Kou, jumelée à la Guinguette. Et voilà, vous venez de découvrir la forêt du Kou jumelée à la Guinguette. Alors, si vous êtes de passage à Bobo-Dioulasso, n'hésitez pas, allez-y sur la route de Nassau, à quelques quinzaines de kilomètres pour retrouver la forêt du Kou jumelée à la Guinguette pour découvrir la nature, mais aussi découvrir l'eau dans laquelle on ne se baigne pas. Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Savane TV, la télévision des nouvelles idées.
Nous sommes donc de retour sur ce plateau et cette fois-ci, place pour la revue de presse. Nous débutons avec ce journal, l'Observateur Palga. À la une du journal de l'Observateur Palga, nous pouvons lire ceci. Taux d'occupation du territoire national de 73,56% en décembre 2025 à 74,53% au 30 juin. Général de division Célestin Semporé, ministre de la Défense et de la Guerre. Chefferie coutumière, jour d'intronisation chez le Pouet Naba. Sortie de la 25e promotion de l'AMGN. Soyez digne de votre choix. Dixit capitaine Ibrahim Traoré. Parti politique Diomaye Faye, la guerre des patriotes est lancée. Séjour du président du Faso dans le Nazinon, le capitaine Ibrahim Traoré inaugure le barrage de Capro. Retour des populations dans les zones reconquises. 1,3 million de personnes ont regagné leur localité. C'est Dixit, lieutenant-colonel Pélagie Kaboré, ministre de la Solidarité. C'est à lire à la page 3 du journal L'Observateur Palga. Après donc l'Observateur Palga, nous poursuivons avec le quotidien. À la une du quotidien, nous pouvons lire ceci. Sortie de la 25e promotion de l'AMGN, soyez digne de votre choix. Dixit, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Attaque contre l'aéroport international Diori Amani de Niamey. C'est la France qui a financé et nous avons des éléments de preuve. Dixit général Kiani à lire à la page 10 du journal. Nous poursuivons toujours avec le quotidien. Nous pouvons lire également ceci. Contrat d'objectif 2026. Le ministre Kargougou affiche 50,76% d'exécution de son contrat à mi-parcours. Le taux de sécurisation du territoire atteint désormais 74,53%. Le ministre Edasso Rodrigue Bayala ministre de la Justice franchit donc le cap des 75% et accélère la cadence des réformes à lire à la page 6 et à la page 7 du journal Le Quotidien. Après le quotidien, nous terminons avec le quotidien Bobolais. Il s'agit donc de l'Express du Faso. À la une de l'Express du Faso, nous pouvons lire ceci. Sécurité et développement, le Burkina Faso tient le bon bout. Conseil régional des Hauts-Bassins, le CSPS de Faux, doté de matériel médico-technique. 25e promotion de l'Académie militaire Georges Namoiano. Soyez digne de votre choix. Dixit, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Salon de la mangue 2026. La mangue burkinabé en quête de souveraineté économique. Dans la rubrique intitulée Simple détail, l'immersion patriotique obligatoire des bacheliers début donc ce lundi et nous profitons justement de l'occasion pour souhaiter une bonne immersion patriotique à tous ces bacheliers. Alors c'est donc tout pour cette rubrique destinée donc à la revue de presse. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème wala yella yella zunzande wala zunzande ohaka. Bonjour bébé. Ah, quelle surprise! On n'avait pas rendez-vous? Oui, Oh, mais c'est un plaisir de te voir. Ça va? ça va. Dis donc, quelle surprise, vraiment. Ah, je suis heureux de te recevoir ce matin. Hein? Ah, mais pas tellement. Alors, il y a quelle nouvelle? J'ai pas mes règles il y a 3 semaines. Ah ouais? Tu veux dire que tu es enceinte? Oui, Et qui est le père de ton bébé? toi? Comment ça? Mais je ne sortais avec personne que toi. Alors là, c'est pas simple. Tu fais exprès ou quoi? Ben non. Tu sais que je suis marié, que j'ai des enfants qui ont fait des enfants, donc je suis grand-père. Ce serait mal vu dans la société. Il faut qu'on trouve une solution. Mais surtout pas l'avortement. Comment? Je ne peux pas mettre ma vie en danger et celle de notre enfant. Tu as une idée? Oui. Alors, c'est quoi ton idée? J'ai un copain en Europe. Et si on fait vite, je peux arriver. Il attribue la grossesse. Ok, bébé. D'accord. Écoute, une très bonne idée qu'il faudrait exploiter rapidement. Mais il faut combien en principe? Bon, il me faut mon passeport, Oui. un billet d'avion et Viens demain matin, je te fais un chèque de 5 millions. 5 millions. Ouais. Tu es sûr que ça va suffire? Bah évidemment, ton billet d'avion, ton séjour et tout ça, le temps que tu sois sous le couvert de ton copain, quand même, je pense que c'est bien payé quand même. Hein? D'accord. 5 millions quand même. Pas de problème. Ok. Je te fais un chèque demain matin à 8 heures. D'accord. Donc je te laisse travailler Ouais. et on se dit à demain. 8 heures, c'est bon? C'est bon, c'est moi qui te l'ai dit, non? Ok, À d'accord. bientôt. Ok. Bonne journée. Bye. Ma copine, ça a marché. Je t'ai dit, même très bien. Mon chèque demain matin. Oh, ok. Prochaine étape. À mon tour. Je t'ai dit, viens. waga abanyira gombe gombe zande woro zunzande zum zum zande woro zunzande zum zum zande woro zunzande abanyira gombe gombe woro zunzande mer fatu ko yellan kenda ya wangro babram tiru te bamram foda zunzande woro yellan ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème wala yella yella zunzande wala zunzande ohaka Zabri l'imam Yoda Zabri qui veut aller? l'imam Yoda Oui. Femina Là. mamla bayo mayo da mawri busantenga manyogo ba fa maduba bama Te wakani wa board boy. lima Yoda mawana tuba Alhamdulillah, assis-toi, Jinka. Vous n'en trouvez pas. manata tuba Allah Akbar. lima Yoda
matara sukde matay sukambi Sokin. madatan bangya nyam arzena dan bebebi dan sakin arzena tempa madame nyubi Dan bébé. lima yuda tibeti yam kanyu danka tengazu Là. Gese. La rama. Arzan rama. Ni no sumbud kabir. Yam hintalu ni da sobdun kano. Ni karamo. Pa makdo. Yare mane te ton panyu ram dunyo pogne. Ya arzan rama la tun bora. Uma soma. lima yuda mana tuba me Alhamdulillah. la mana nyu kadama arzen dama mana basa yenda ne lima yuda damba yam sawa kibi yam tuyude mana nyu tengzu kadama lima yuda mayula bayo manong dande manyu dan ko mazaka Subhanallah. manyu dan ti ma pas joué bassement manyu dan ti ma joué d'enfant joué masanya dan woto manye na fa digde kakakakaka Ni para odwe. yume magana me mabzam seme tanga badasa akoma fa le gadan masi yik li po apu babse ta fond ma wana do le brada bille manok dade ay liba yoda sankate pamdam yuka la padan yu ajena makana le tubia waga Téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, nous sommes encore de retour sur ce plateau. Alors notre invité est bien installé. On se retrouve juste après cette transition pour la rubrique. À la rubrique invité du jour, nous recevons le docteur Abdraman Ouattara, médecin, anesthésiste, réanimateur, directeur de l'antenne régionale du SAMU Ouagadougou. Alors, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour madame. Oui, comment vous allez, Ça va docteur? bien. D'accord. Alors, vous êtes là pour nous parler du SAMU. Tout d'abord, présentez-nous le service d'aide médicale urgente appelé entre guillemets SAMU. Merci madame et merci à toute votre équipe et à la télévision Savane FM de nous avoir invités ce matin pour parler du SAMU. Comme vous l'avez dit, le service d'aide médicale urgente, c'est un établissement public sanitaire et qui a été créé en 2021 par un décret. Et depuis lors, les activités ont commencé et l'inauguration a eu lieu en avril 2025 pour l'antenne de Ouagadougou et ensuite en 2026 pour l'antenne de Bobo du Lasso. Il faut dire que cela a pris du temps, une vingtaine d'années, puisque le projet est sur les tablettes depuis une vingtaine d'années et ce n'est qu'en 2021 que le décret est sorti. Ok. Et quelles sont justement vos missions, docteur? Concernant les missions, nous avons au total 9 missions. Mais je m'en vais citer les 4 missions qui sont très importantes. C'est la prise en charge des urgences, de tout ce qui est urgence en extra-hospitalier, c'est-à-dire hors de l'hôpital. C'est comme si l'hôpital se déplaçait et pour aller vers le malade, pour aller déjà commencer la prise en charge du malade. Donc il y a cette prise en charge et c'est sur tout le territoire du Burkina Faso. Donc pour l'instant, nous sommes à Ouagadougou et à Bobo de Lasso et les autres antennes dans les autres circonscriptions viendront progressivement. Et aussi nous avons la régulation médicale. La régulation médicale, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne voit pas un malade et à distance, il participe à la prise en charge du malade.
Vous voyez souvent des ambulances qui sont dans la ville de Ouagadougou. Exactement. Ils cherchent des lits pour des malades, ils n'arrivent pas à trouver des lits pour ces malades. Donc le SAMU est l'interface entre ceux qui cherchent la place dans ces hôpitaux-là et les hôpitaux. Donc nous recevons les appels, ensuite nous essayons de voir en fonction de ce que le malade a pour le placer dans un hôpital, donc l'hôpital le plus approprié. Donc ça, c'était la deuxième mission. Concernant la troisième mission, c'est surtout le transport. Vous avez vu qu'il y a le transport sanitaire et il y a plusieurs types de transports. Il y a des transports qui ne sont pas médicalisés et ce transport médicalisé-là, il manquait à la prise en charge, au maillon de prise en charge des patients, c'est-à-dire de l'extra-hospitalier jusqu'à l'hôpital. Il fallait médicaliser l'extra-hospitalier. Donc c'est ce qui a été fait. Donc tous les transports avec le SAMU sont médicalisés, c'est-à-dire à l'intérieur, il y a un médecin et toute une équipe pour pouvoir débuter la prise en charge du patient. Et le dernier que je m'en vais citer pour cette question, ce sont les couvertures médicales. Lorsqu'il y a une manifestation, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent, il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque sur le plan sanitaire. Tout peut arriver. Voilà. Donc, en anticipation, le SAMU peut être sur place et déjà installer, comme on le dit, installer tout son matériel, installer un dispositif pour que lorsque il y a un incident, que la prise en charge puisse déjà commencer avant d'arriver à l'hôpital. Donc on peut dire que le SAMU est très bien organisé. Hein? Oui, actuellement nous sommes très bien organisés, mais comme on le dit, c'est pas encore parfait. Nous montons crescendo, parce que nous sommes là il n'y a que quelques années, 2 années, donc nous montons crescendo. Et comment vous arrivez à gérer les appels là? Concernant les appels, au niveau de la régulation, il y a une équipe. Il y a une équipe avec un médecin régulateur qui est le chef de l'équipe et il y a des assistants de régulation médicale. Eux sont constitués des infirmiers. Lorsque nous sommes appelés, c'est l'agent de régulation, c'est-à-dire les infirmiers, et parmi ces infirmiers, c'est beaucoup plus des ingénieurs. Ce sont ces ingénieurs-là qui vont décrocher le téléphone. Donc, ils vont prendre l'identité de l'appelant et ils vont prendre aussi le motif et la géolocalisation où l'incident s'est produit. Et là, ils vont poser quelques questions. Parce qu'il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé, sur quel motif on nous appelle. Et ils vont analyser et ils vont recueillir toutes ces informations. Ils vont transmettre ces informations au médecin régulateur. Le médecin régulateur va analyser et c'est lui qui va déclencher la sortie de l'ambulance ou bien s'il n'y a pas de sortie de l'ambulance, s'il y a des conseils à donner ou bien il y a des conduites à tenir et le médecin donnera ces conduites à tenir. Voilà comment nous sommes organisés au niveau de la régulation. Est-ce qu'on peut essayer de revenir sur les différents moyens d'intervention dont dispose le SAMU? Concernant les moyens d'intervention, nous avons des ambulances. Nous avons plusieurs types d'ambulances. Nous les appelons les ambulances de type C. Et ces ambulances de type C là, ce sont des ambulances où il y a le matériel de réanimation. Donc des urgences et réanimation. Ça permet de prendre en charge tous les cas. D'accord? Donc les cas les plus graves. Et à côté de ça, nous avons des ambulances aussi qui ne sont pas totalement équipés avec ces matériels de type C là, qui sont aussi là. Et lorsque on nous décrit ce que présente le patient ou la situation, nous faisons sortir l'ambulance en fonction de l'état. Donc les autres ambulances ne sont pas équipées. Donc les types A ne sont pas équipés comme les types C. Et aussi nous envisageons d'autres types d'ambulances, des ambulances légères où il n'y a que le médecin qui pourra sortir et qui pourra aller intervenir dans une famille et autres pour des soins et revenir sans prendre le patient. Donc tous ces types de moyens sont... Là, on a par exemple, au niveau de l'écran, on a une ambulance du SAMU. Donc, quel bilan peut-on faire donc, des interventions du SAMU? Concernant les interventions,
Tout d'abord, nous avons la régulation, comme je vous avais dit. Et à la régulation, ce sont des appels que nous recevons. Donc nous avons reçu au total, depuis notre existence, Bobo Ouaga, nous avons reçu plus de 216 400 appels. Parmi ces appels, il y a ce qu'on appelle les appels malveillants, qui représentent autour de 45 à 48%. Donc ce sont des appels qui sont faits et c'est pas, ça ne fait pas sortir des ambulances. Ce sont des appels, comme nous on a l'habitude de dire, qui sont nuisibles. Et concernant les interventions, concernant les soins et les transports que nous avons réalisés, nous avons intervenu sur plus de 15 500 patients. Donc 15 500 prises en charge. Et concernant les couvertures sanitaires, nous étions à 475 sorties pour les couvertures sanitaires lorsqu'il y a des manifestations. Et aussi les transports. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a les transports et il y a deux types de transports. Nous avons les transports primaires et puis nous avons les transports secondaires. Concernant les transports primaires, nous sommes autour de 4100, à peu près un tiers des transports, et autour de 12 000, 11 000, 12 000 concernant les transports secondaires. Donc les deux tiers. Et comment vous trouvez ce bilan? C'est un bilan nous sommes là depuis le départ, 2023, c'est-à-dire le 11 décembre. Ouagadougou a commencé le 11 décembre 2023. Et nous sommes allés, comme on le dit, crescendo. En 2023, nous étions autour de 30 sorties, et c'était des sorties secondaires. Et ensuite, en 2024, nous sommes passés à 3 000. 2025, nous étions à plus de 4 000. Et en 2026, là, et concernant ce semestre, nous sommes à environ 4 000 et quelques. Donc nous avons déjà atteint presque 2025. Donc c'est une montée en puissance. D'accord. Le SAMU intervient aussi pour les accidents de la route? Oui, concernant les accidents de la route, le SAMU intervient avec les autres acteurs de la prise en charge préhospitalière, c'est-à-dire la BNSP et puis d'autres structures privées. Et donc, on essaie de travailler en collaboration parce que ce soit la BNSP, que ce soit le SAMU, ce sont des sociétés de l'État, ce sont des structures de l'État. Donc, nous essayons de nous accorder pour que lorsqu'il y a un accident qui est grave, qui nécessite des soins, que le SAMU puisse sortir, et quand ça ne nécessite pas des soins, que la BNSP puisse sortir. On essaie de travailler, collaborer pour qu'on puisse prendre en charge la population. Donc ça veut dire que le SAMU collabore assez bien avec les autres services de secours et même les structures sanitaires. Hein. Oui, comme je l'ai dit, le SAMU collabore très bien avec la BNSP. Nous avons beaucoup de réunions, nous essayons de travailler ensemble. Nous avons actuellement, il y a un agent du SAMU au niveau de la BNSP, au niveau du centre de coordination, et aussi il y a un agent de la BNSP au niveau du SAMU. Donc on se dit qu'on travaille vraiment en tandem pour que la population puisse être prise en charge en extra-hospitalier. Ok. Et quelle est la limite territoriale donc, du SAMU à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso? Est-ce que les communes rurales rattachées au Kadiogo et où elles sont justement concernées par vos interventions? Normalement, comme on le dit, nous nous limitons au Grand Ouagadougou. Okay. Grand Ouagadougou, il y a des limites au niveau des contournements. Et à Bobo-Dioulasso, nous nous limitons aussi sur les mêmes espaces. Mais actuellement, vu que ces communes-là ne sont pas encore, n'ont pas encore de système de prise en charge en extra-hospitalier sur ce genre de structure, donc qu'est-ce que nous faisons? Lorsqu'il y a une urgence, nous pouvons dépasser ces limites-là. Je prends l'exemple sur Ouagadougou, sur la route des Zignaré ou bien à Zignaré, s'il y a une urgence et ceux de Zignaré n'ont pas toutes les capacités pour cette prise en charge, nous partons jusqu'à Zignaré. C'est la même chose que sur l'axe aussi Gampela et autres, nous pouvons sortir, nous le faisons. Saponner, tout ça, lorsqu'il y a un accident, avec les autres structures de prise en charge hospitalière, nous sortons et nous allons travailler ensemble.
Abdelrahman Ouattara, est-ce que le matériel est disponible pour répondre justement aux besoins? Le matériel, il est disponible, mais il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant. Nous cherchons toujours des ambulances. Comme je l'ai dit, nous sommes là à peine 2 années. Et donc nous cherchons toujours des ambulances. Nous cherchons toujours des infrastructures. Parce que nous avons besoin de construire en fait des centres de formation. Des centres de formation qui vont aider à la prise en charge de tous les acteurs qui sont dans le monde des urgences. Et c'est ce que nous appelons communément le laboratoire de compétences. Et aussi, il y a le siège du SAMU. On a besoin de construire ce siège-là, à l'intérieur duquel nous mettrons un centre de coordination qui sera un peu l'outil, la grande plateforme entre les différentes régions. Voilà un peu les besoins sur le plan des infrastructures. Et le personnel, on aura toujours besoin du personnel. Les moyens de communication, on aura toujours besoin des moyens de communication. Si nous avons des hélicoptères médicalisés, pourquoi pas un jour. Donc ce sont là des besoins. Est-ce que des personnes physiques ou morales peuvent toujours apporter leur aide au SAMU? Oui. Ça, c'est comme on le dit, ces personnes sont bienvenues, les personnes morales et tout ce qui est personnes physiques. Vraiment, on en a besoin. Et en faisant ça, ils sont en train d'aider le Burkina Faso, ils sont en train d'aider le ministère de la Santé et puis tout le gouvernement. Et aussi, c'est la population qui aide parce que ces moyens-là vont servir à la prise en charge de tout ce qui est éventuel patient. Et vous et moi, nous sommes des potentiels patients aussi. Bien sûr, tout à fait. Et quel geste faut-il adopter en attendant l'arrivée, par exemple, des secours en cas d'urgence médicale? En cas d'urgence, les gestes, justement, là, merci pour cette question. Et les gestes sont très importants. Et c'est pour ça, quand il y a un appel au niveau de la régulation, nous essayons toujours de demander le motif et de demander la situation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème de conscience? Est-ce que c'est un problème de respiration? Est-ce qu'il y a un problème? Donc, en fonction de ce qui sera expliqué, nous allons déjà déclencher ce qu'on appelle le guidage. C'est-à-dire, nous allons guider celui qui a appelé pour qu'il essaie de faire des gestes en entendant l'arrivée des secours. Donc c'est vraiment très important. Et quand ils vont déclencher, quand ils vont nous expliquer, donc nous allons leur dire, et dans ça, il peut avoir la prise en charge. L'extrême, c'est la prise en charge de l'arrêt cardiaque. On peut lui montrer comment on masse. Il essaie de laisser son téléphone ouvert, il le met sous haut-parleur, et déjà on lui dit, mettez le patient dans cette zone, mettez-le à l'abri, commencez à masser. Et là aussi, c'est l'une de nos missions, de former la population pour ces gestes d'urgence-là, au fur et à mesure. Et dans certains pays, vous voyez que toute la population est formée sur les gestes d'urgence jusqu'à 90%. Exactement. Donc pourquoi pas chez nous un jour. Et quels sont les principaux défis auxquels le SAMU est confronté? Parce qu'on sait qu'il y a quand même des défis. Les défis, il y en a toujours pour une structure qui est naissante. Et je le disais tout à l'heure, les infrastructures, on en a toujours besoin. Et aussi les plateformes de connexion avec tous les hôpitaux. Donc ça, c'est très important qu'on ait. Là, ça nous fera gagner encore beaucoup plus de temps. Et déjà, depuis la régulation, nous communiquons avec les hôpitaux, mais on peut communiquer encore plus rapidement avec cette plateforme-là. Et aussi, il y a les moyens de communication. Les moyens de communication, il faut aller au-delà des portables, comme on le dit. Il y a d'autres moyens qui sont encore bien adaptés pour la prise en charge des patients en extra-hospitalier. Est-ce que vous avez des projets ou innovations en cours pour justement améliorer les services du SAMU? Oui, nous avons des projets. Et déjà, comme innovation, nous sommes un peu déportés. Comme vous voyez notre base, nous sommes situés un peu au centre-ville, non loin de l'hôpital Yalgado. Donc de là-bas,
on peut mettre du temps avant d'arriver dans la zone du CHU de Tengan-Nogo. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons prédisposition des ambulances. Et ces ambulances-là sont dans certaines zones. Ce sont le centre médical, l'hôpital de Pissi, le CHU de Tengan-Nogo, le CHU de Bogodoro, et l'hôpital de Paul VI. Donc de là-bas, nous arrivons à couvrir, mais ce n'est pas fini. On a d'autres axes encore où il faut disposer ces ambulances. Et aussi, on pourra laisser ces ambulances-là et 24 heures sur 24 dans ces zones. Parce que nous avons fait des visites de terrain dans d'autres pays pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc on envisage aussi ces choses-là un peu. Et l'un des éléments aussi, c'est l'extension du SAMU dans les autres grandes villes. Donc pour l'instant, il y a 9 qui sont déjà annoncés par le gouvernement. Donc on attend la construction et puis au fur et à mesure que ça puisse s'étaler. Et comment s'est passée cette immersion qui a été donc organisée par le SAMU au profit des hommes et des femmes de médias? L'immersion s'est très bien passée et je pense que c'est vraiment à saluer. C'est vraiment à saluer. Et parce que nous avons fait une présentation, décrit le SAMU du début jusqu'à aujourd'hui. Nous avons montré un peu les statistiques et là nous avons parlé de toutes les missions. Comme je l'ai dit, on a 9 missions et on a parlé de toutes ces missions. On a parlé des perspectives et j'ai énuméré quelques perspectives ici. Et voilà un peu, et puis les difficultés que nous traversons, mais bon, c'est un peu lié à ces perspectives-là aussi dont on a parlé. Donc ça a été vraiment une bonne communion. On espère que des actions comme ça puissent se répéter pour qu'on puisse faire un bilan ensemble. Ok. Est-ce que vous avez un cri de cœur à l'endroit de votre ministère de tutelle? Pour notre ministère de tutelle, je dirais d'abord merci. Merci de nous avoir créé ce joyau, parce que c'est quelque chose qui manquait à la prise en charge. Comme vous voyez, quand vous partez dans les autres pays, dans les grands pays développés, vous allez voir qu'il y a beaucoup dans ce sens-là. Donc bravo au ministère et merci aussi de nous avoir fait confiance et de nous confier la destinée de cette structure-là. Mais il y a toujours des choses à parfaire. Donc ces infrastructures dont on parle, les ambulances et leur équipement seront toujours la bienvenue. Les infrastructures seront la bienvenue. Le personnel qualifié, la formation serait la bienvenue. Et le centre de formation aussi sera la bienvenue parce que ça va permettre de former tous ces acteurs et ça va permettre de les déployer dans les autres structures aussi qui seront formées et créées dans les différentes sur le territoire burkinabé. Voilà un peu ce qu'on attend du ministère. Et concernant les agents de santé, c'est vraiment un message. Il faut que les agents de santé comprennent que lorsqu'ils appellent le SAMU, nous avons besoin de leur poser des questions. Et ces questions-là sont importantes. Et ce sont ces questions-là qui permettent de déclencher. Plus c'est urgent, plus on va déclencher. Plus c'est pas urgent, plus on peut prendre une autre urgence et ensuite différer leur requête. Je prends des exemples. Ils peuvent appeler, ils peuvent appeler pour un patient. Et puisque chez nous, nous avons des médecins anesthésistes, nous avons des médecins urgentistes, nous pouvons analyser et voir que là, ça ne sert à rien. Je vais vous prendre un exemple. Je suis à Dori et on appelle sur Dori, on veut transférer un patient à Ouagadougou. Mais ce malade, on regarde l'état clinique ensemble, on voit que ça ne sert à rien de le faire quitter Dori pour venir à Ouagadougou, pour venir mourir juste devant la porte d'entrée des urgences. Et ça, c'est pas bien. Ça aussi, c'est notre rôle de réguler et de discuter avec celui qui nous appelle. Donc, quand on discute, vraiment, c'est pour améliorer la prise en charge et c'est pour éviter tout ce qui est, comme on le dit, gaspillage. Voilà. Et aussi à la population, c'est votre joyau. Et
les appels malveillants, vous voyez les statistiques qui ont donné environ 48%. Exactement, c'est énorme. C'est énorme, 48%. Donc vraiment, il faut appeler le SAMU lorsque c'est nécessaire. Lorsque c'est nécessaire, on présente un problème de santé, on présente une urgence, on veut des informations importantes en urgence. Voilà, mais ne pas appeler pour juste taquiner ceux qui y travaillent ou d'autres choses. Voilà. Donc ça, c'est le message à l'endroit de la population. D'accord, on va rappeler. Oui, allez-y. Et lorsque il y a un problème réel de santé, n'hésitez pas à appeler le 15. Appelez le 15, quelqu'un sera là au bout du fil pour décrocher et prendre en charge votre requête. Il faut rappeler que le SAMU assure donc une permanence à 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et le centre de régulation est accessible avec le 15. D'accord. Nous sommes à la fin de l'entretien, docteur. Est-ce que vous avez un mot de fin? Le mot de fin, merci à vous. Et comme je l'ai dit, aux agents de santé, permettez-nous de discuter avec vous. À la population, n'hésitez pas et appelez le 15 en cas de besoin. Évitez tout ce qui est appel malveillant. Merci. Merci bien. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous recevions sur ce plateau le docteur Abraman Ouattara, médecin anesthésiste, réanimateur, par ailleurs directeur de l'antenne régionale du SAMU Ouagadougou. Merci à vous, docteur, d'être passé sur ce plateau. Alors, c'est tout pour la rubrique invité du jour. Et nous allons justement accompagner l'invité avec ce reportage qui a été donc fait par notre reporter Samuel Moko à l'occasion bien sûr de l'immersion qui s'est tenue au SAMU. Plus de 15 000 personnes ont déjà bénéficié des services d'aide médicale urgente SAMU depuis son lancement en avril 2025. Cependant, le SAMU reste toujours peu connu du grand public burkinabé. Le directeur général revient sur les cas d'intervention du SAMU. Nous avons les interventions que nous qualifions de primaires qui sont des interventions d'urgence. Ça veut dire que nous sommes les premiers à intervenir auprès de la victime pour lui apporter les premiers soins et assurer son transfert secondairement vers la structure de santé adaptée à son état pour la suite de sa prise en charge. Et nous avons les interventions dites secondaires qui consistent donc à assurer le transfert d'un patient d'une structure de santé vers une autre, ou bien soit parce que la première structure de santé n'avait pas le plateau technique nécessaire ou les compétences techniques pour assurer la prise en charge efficace du patient, ou bien parce que justement le patient a besoin d'aller réaliser juste un examen complémentaire et revenir au niveau de son hôpital d'origine. Et donc nous incitons donc en tout cas la population à ne pas hésiter à faire appel au SAMU chaque fois qu'une situation donc de détresse vitale se posera. Les services du SAMU diffèrent de ceux des sapeurs-pompiers selon son directeur général. Nous sommes complémentaires parce que nous intervenons avec des moyens médicalisés. Et ce qui fait que lorsque la vie de la personne est en danger dans les minutes qui suivent la réception de l'appel, nous intervenons pour préserver sa vie et assurer son transfert vers la structure de santé adaptée à sa prise en charge. Pour toute urgence médicale, le directeur général du SAMU invite les usagers à appeler le 15, qui est le numéro vert du SAMU. Toute personne victime de malaise, ou si vous êtes témoin d'une personne qui présente un malaise ou un problème de santé urgent, accident de la circulation, accident du travail, n'hésitez pas à appeler le 15 parce que cela donc nous permettra donc de déployer donc une équipe sur le terrain, sur place, commencer donc à stabiliser les soins du patient et orienter le patient, assurer son transport vers une structure de santé pour la suite de sa prise en charge. Sur les lieux, les journalistes ont pu suivre le transfert d'un malade de l'hôpital Yalgado Ouedraogo vers un autre centre médical grâce à l'intervention du SAMU. Le service d'aide médicale urgente est disponible à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Donc, en fonction de la proximité, donc on décide de déclencher donc, l'équipe de terrain qui est le plus proche.
Abanyira bombe pugombe Merfato ga yellan kenda ya wamfuro ba maram tiru te ba maram foda waro yelle ngam taaba kulum kalam la futa shaka son problem waro yelle yelle Oaxaca. Oui, qu'est-ce qu'il y a avec beaucoup de bagages comme ça? Papa, j'ai quitté mon mari. Ah bon? Comment ça? Je l'ai frappé. Tu as frappé ton mari? Oui. Pourquoi? Tu ne sais pas qu'on ne frappe pas son mari? Je sais. Mais il m'a traité de fille de gangster. Moi, gangster? Oui, il a dit ça. Mais tu aurais dû l'étrangler avant de venir me faire le compte-rendu. Ah, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai mal tabassé là-bas. Très bien. Je suis fier d'être ton papa. Allez, lance tes bagages. Ah oui, je suis fier de toi, ma. Ah! Waga! Abanyira bombe pugombe Merfato ga yellan kenda ya wamfuro Savan TV, la télévision des nouvelles cités.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Ngam taaba kulum kalam la futa chacun son problème woro yella yella zunzande woro zunzande ohaka Oui, il est encore là. Ah, Mimi, allez, ya cause. Vous savez où vous êtes. Bana ona. Ya sama. Il est un petit peu. Soit plus bala. Nange he. Ya qui va pour tomber. Bébé là. Allah me yibwa. Yam nange he yibe. Kende. Ah, pourquoi pas. Il a un tarma. Ya boy. Ropa table pourquoi pas ya. To moi na ngomne nge ho. Tiens me ge he. Ah, bola mam do nyake wuto. Ropa table. Ayo me nge miela mo. Pourquoi boko. Amarke étudiant handa pourquoi mama. Allez voir droit no. Boy. Yam da ligue sokko. Ah, il est brasa mon maman. Ah, pas beau. Ah, garage sawe nda scooter en mama. Un pas clé men. Million la zaka wefa we. Mécanicien. Pas beau. Les tailleurs hambe sankaria. Yes, il a comme moi. Buning hambe el tailleur ya. Pas moderne programme bakabo. Yik to tiens tourne le scooter kile. Yel gala ha soptaman sugur la ji hamarak. Amarki la fonanti talawa. Allah tawa pour ma. Na min da liga wa. Bahari ni azabun gwamma ha. Yana min tun wala mobilin ko fo wai. Da mo yo kan yina na. Tabi yalle. Am no wa mécanicien wa. Garagiste am. Ikani zubedo. Ngani se wala fo mo wala min no wala wada no lom la. Ah? Ya ba no lom la renda. Mi yo lo no mécanicien. Easy. Ah! Waga! Savan TV, la télévision des nouvelles cités.
Nous sommes donc de retour sur ce plateau. La semaine nationale de l'avocat burkinabé débute aujourd'hui, 27 juillet 2026, et se tient à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso. Et cette semaine prend fin le 1er août. Nous allons donc suivre l'entretien qui a été donc réalisé avec Maître Stéphane Ouedraogo. Et je rappelle que à cette semaine se tient sous le thème l'avocat, vecteur principal de la sécurisation juridique des affaires. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons ce matin Maître Stéphane Ouedraogo, avocat, pour parler de la semaine des avocats. Alors Maître, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à vous madame, merci à vous. Maître, pourquoi il est important de consacrer une semaine à la profession d'avocat? Alors, il faut dire que l'avocat est un maillon essentiel de la chaîne judiciaire, aux côtés des magistrats et d'autres acteurs comme les greffiers. Mais dans la réalité, le rôle et les missions de l'avocat ne sont pas toujours suffisamment bien connus du grand public. Et donc, cette semaine, l'avocat va permettre de manière concrète aux avocats et à l'ordre des avocats de rencontrer des justiciables, des citoyens, des hommes d'affaires pour échanger sur des thématiques qui ont trait au droit. Donc c'est une activité d'ancrage institutionnel pour mieux faire connaître l'ordre et ses membres dans leurs activités et leurs missions. C'est également, si vous voulez, de manière concrète, une activité d'accès au droit. Parce que la semaine de l'avocat, c'est une activité qui est périodique. Et très souvent, par exemple, les éditions dernières, nous avons fait par exemple des caravanes judiciaires où les avocats se rendent dans des centres pénitentiaires, des maisons d'arrêt pour rencontrer des détenus, les écouter, essayer de leur donner des conseils, des orientations sur leur statut carcéral. Et également des activités de sensibilisation où les avocats se rendent dans les mairies, dans divers lieux publics pour rencontrer de façon concrète des justiciables et leur donner des conseils juridiques aux besoins. Donc c'est également, si vous voulez, une activité d'accès au droit. Ok, une activité d'accès au droit. Alors autrement dit, maître, quels sont même les objectifs de cette semaine? Alors, il y a plusieurs objectifs en lien avec la thématique qui a été retenue. Et l'un des objectifs principaux, c'est bien évidemment de mettre l'accent, la lumière sur le rôle clé de l'avocat dans la sécurisation juridique des affaires au Burkina Faso. Parce que, si vous voulez, traditionnellement, l'avocat est connu comme le défenseur des coupables, mais c'est pas exactement, c'est pas cela seulement le rôle de l'avocat. Il y a deux missions principales. Il y a une mission qui est d'assistance judiciaire qui se déroule devant les tribunaux. Il y a également une mission qui est très importante, qui est une mission de conseil juridique, où de manière pratique, concrète, les avocats accompagnent des hommes d'affaires, des citoyens dans les problématiques juridiques auxquelles ils font face. Et donc cette mission-là est également au cœur de l'activité de l'avocat. Et quel est le thème qui a été justement retenu? Alors le thème qui est retenu cette année, c'est l'avocat, vecteur principal de la sécurisation juridique des affaires. Alors ce thème-là, pour nous, revêt une importance particulière pour la simple raison que, vous savez, on est dans un contexte où l'accent est véritablement mis sur l'appropriation, si vous voulez, par des acteurs nationaux de l'activité économique. Et quand l'activité économique se déploie, il faut des sachants pour accompagner le mouvement. Et aujourd'hui, quand vous prenez l'ordre des avocats, nous avons des compétences qui sont extrêmement diverses et extrêmement variées. Vous avez des avocats qui sont spécialisés en marché public, qui peuvent accompagner aussi bien l'État que des acteurs dans l'exécution, dans la gestion des marchés publics. Vous avez des avocats qui sont spécialisés dans des projets, dans des domaines comme l'énergie, qui peuvent accompagner l'État ou des acteurs privés nationaux ou étrangers comme chef de projet pour des négociations, pour s'assurer que les agréments sont en place, que les autorisations sont en place, que les contrats de travail sont signés, sont conformes, qu'il n'y a véritablement pas de difficulté pour que l'entreprise puisse déployer ses activités dans le sens de l'intérêt général. Alors, et quelles sont les activités prévues durant cette semaine dédiée aux avocats? Alors, il faut dire que la semaine va s'articuler à partir du 27 juillet. Et la particularité de cette édition, c'est que les activités vont se dérouler principalement à Bobo, dans l'optique toujours de rapprocher, autant que faire se peut, les avocats des justiciables. Alors, de manière pratique, je vais vous décliner le programme. Alors, dès le lundi 27, il y a le lancement officiel de la semaine de l'avocat qui va se tenir à 10h à l'ordre des avocats à Ouagadougou. Et durant ce lancement officiel, nous allons justement procéder
à des dédicaces d'ouvrages. Alors le premier ouvrage, c'est un ouvrage qui est consacré à Maître Passéré, Frédéric Titenga Passéré, qui est intitulé « Ce que Maître Passéré m'a dit de sa vie ». Et dont l'auteur est M. Sita Tarbagdo, alors Maître Passéré, que tout le monde connaît bien, qui est avec Maître Bernardin Dabiré, le premier avocat de Burkina. Et donc il y a un ouvrage qui lui a été consacré. Ça va être l'occasion de le dédicacer et vous êtes cordialement invité à y participer. Il y a également le bâtonnier Siaka Nyamba qui a écrit un recueil de textes sur la profession d'avocat. Ce serait également l'occasion de le dédicacer cet ouvrage et de permettre à tous ceux qui souhaitent se le procurer de l'acheter. Alors le mardi 28, toujours au siège de l'Ordre des avocats à Ouagadougou à 15h, il y aura une projection sur l'histoire du barreau. Le mercredi 29 juillet, à partir de 10h, c'est une émission dans un média qui sera consacrée à la déclinaison du thème principal de l'activité. Parce que quand on parle de sécurisation juridique des affaires, bien évidemment, c'est un thème qui comporte des piliers relativement importants et cette émission grand public là, va permettre de décliner, si vous voulez, ces thématiques-là avec des experts, notamment des avocats, qui vont donner des indications sur la sécurisation juridique des affaires au Burkina Faso. Alors, le mercredi également, cette fois-ci du côté de Bobo, à partir de 15h, il y aura une activité qui est dédiée spécifiquement aux avocats, puisqu'on va se réunir pour regarder le texte, un règlement intérieur de l'ordre des avocats. C'est une activité vraiment interne au barreau, aux avocats. Alors, à partir du jeudi 30 juillet 2026, il y a une grande formation de renforcement de capacité qui est dédiée aux avocats. Il s'agit bien évidemment de renforcer les capacités des avocats pour tout ce qui est management des cabinets d'avocats. Parce que les cabinets d'avocats, c'est vrai qu'on a une mission de service public qui consiste à défendre les justiciables, mais c'est également des entreprises avec du personnel. Et bien évidemment, il faut outiller ces acteurs-là, non seulement à la gestion de ces cabinets, mais également au respect de ces cabinets de leurs obligations déontologiques et légales. Alors, ce qu'il faut également signaler, qui est très important, c'est que le jeudi 30, il y aura une activité grand public qui se tiendra à l'université Nazi Boni avec les étudiants, qui est consacré au métier d'avocat. Parce que le métier d'avocat, encore aujourd'hui, suscite beaucoup de vocations. On reçoit beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par devenir avocat. Et donc, ça va être l'occasion concrète pour ces étudiants-là de rencontrer des avocats, d'avoir un peu de storytelling sur comment chacun a fait le cheminement de chacun pour en arriver là où il est. Et donc on invite bien évidemment cordialement tous les étudiants du côté de Bobo à faire massivement le déplacement pour cette activité. Alors le vendredi, il y aura toujours la formation va se poursuivre dans la matinée. Et ce que moi je considère comme les éléments majeurs marquants de cette semaine de l'avocat, c'est la finale de la conférence de stage. Alors, la conférence de stage, c'est une activité qui a été voulue instaurée par le bâtonnier Benao, qui consiste bien évidemment pour tous les avocats nouvellement admis et qui sont sur la liste de stage, si vous voulez, de s'affronter à l'occasion d'un concours d'éloquence. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui sont déclinés et les avocats vont le préparer et vont le restituer. Les phases éliminatoires se déroulent déjà et cette année, la finale va se tenir du côté de Bobo. Et l'accès est libre. On invite les étudiants, les acteurs du monde judiciaire et tout le monde qui est intéressé par les joutes oratoires à faire le déplacement pour assister à ça. D'accord, maître. Donc, nous poursuivons. Alors, quel rôle joue l'avocat dans la protection des droits et des libertés, surtout des citoyens? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas l'avocat qui est le gardien des libertés. Alors, le premier gardien des libertés, c'est le juge qui est censé appliquer la loi. C'est également les textes qui disent aux citoyens, vous avez tel droit, vous n'en avez pas, etc., etc. Mais par contre, l'avocat, c'est le déclencheur. C'est le déclencheur du respect de ces libertés, parce que toutes les fois où vous êtes confronté à une situation où vous estimez que vous avez des droits qui n'ont pas été respectés, où vous avez des revendications, vous ne savez pas toujours comment procéder, où aller, quelle forme l'action doit prendre. Et donc, dans ces circonstances-là, bien évidemment, il faut vous adresser à un professionnel. Et c'est dans ces circonstances que vous pouvez vous adresser à un avocat qui vous dira, bon, dans l'organisation judiciaire, si vous avez un litige social, il faut aller au tribunal de travail, dans tel délai, il faut mettre en œuvre ceci ou cela. Et donc, l'avocat, bien évidemment, c'est le déclencheur
du respect des droits et libertés. C'est également un rôle très important de sensibilisation, parce que très souvent, quand nous recevons des clients dans nos cabinets, il ne s'agit pas seulement d'avoir une attitude qui consiste à les conduire au tribunal, mais la relation avocat-client, c'est souvent une relation qui est comparable au mariage. C'est-à-dire qu'il y a des vérités que nous disons à nos clients sur ce qu'ils ont fait qui est correct, sur ce qu'ils ont fait qui n'est pas correct, même si dans le cadre d'un procès ou dans le cadre d'une procédure, bon, on est nécessairement aligné derrière eux. Donc véritablement, il y a ces deux volets-là. D'accord. Et comment les citoyens peuvent justement bénéficier des activités organisées pendant cette semaine-là? Alors, il faut dire que les activités sont multiples et diverses. Il y a beaucoup d'activités grand public. La dédicace est une activité grand public, tout le monde y est convié. Il y a une conférence à l'université Nazi Boni le jeudi 30, tout le monde y est convié. Donc, il y a la conférence de stage. Ouvert, Oui, tout à fait. C'est vrai que... Il n'y a pas de public cible en réalité. Ah, bon, je pense que comme c'est une activité avec une thématique bien précise, par exemple, quand vous prenez l'activité du mercredi, où on va décliner sur un média le rôle de l'avocat dans la sécurisation juridique des affaires au Burkina Faso, c'est une activité où on parle de droit des affaires. Et bien évidemment, ce serait intéressant que des personnes qui sont dans le milieu puissent s'organiser pour écouter, pour voir des avocats leur parler de la manière dont il faut structurer leur activité, la manière dont il faut négocier, la manière dont il faut conduire le règlement des litiges. Ça dépend des thématiques, mais bien évidemment, vous voyez, nos étudiants, ils sont très curieux, donc ils peuvent participer à tout. C'est une activité également de sensibilisation grand public. Maître Stéphane Ouedraogo, pourquoi il est important même de rapprocher les avocats des populations? Alors, il faut rapprocher les avocats des populations. Bon, la réalité, c'est que les avocats ne sont pas à part et puis la population est à part. Hein. Nous sommes vraiment venons d'horizons divers. Et donc, il faut faire comprendre aux citoyens que les avocats sont là, à leur disposition, qui peuvent avoir accès à eux, qui peuvent les solliciter pour tout besoin. Nous recevons au quotidien dans nos cabinets des personnes par moment qui passent, qui voient un marqué pancarte avocat et qui rentrent avec des problématiques diverses. Il faut, de mon point de vue, démystifier tout ce qui est judiciaire, parce qu'il y a souvent une forme de crainte. Hein? On se dit que bon, les affaires judiciaires sont toujours complexes, mais quand on est bien accompagné, on peut revendiquer, on peut demander des droits, et puis c'est un outil de cohésion sociale, parce que chaque fois que vous avez des frustrations qui sont liées à des droits qui ne sont pas respectés, et que vous avez la possibilité de vous adresser à un avocat qui va mettre en œuvre les procédures, ça permet de réduire la frustration, ça permet de conserver cette forme de cohésion sociale. Et à quel moment il est conseillé de consulter un avocat? Alors, de mon point de vue, c'est vrai que de manière pratique, on se rend compte que la plupart du temps, on ne recourt au service de l'avocat que lorsque le problème est né. Ça. Et ce qui n'est pas de notre analyse, la meilleure façon de procéder. Nous pensons qu'il faut associer l'avocat dès la prise de décision. Et la prise de décision, c'est-à-dire que dès le moment où vous envisagez de prendre une décision qui peut avoir une incidence juridique, qui peut avoir une incidence sur votre vie, il faut demander des conseils à des sachants, il faut vous approcher d'un avocat. Je prends un exemple concret. Si vous avez une entreprise qui souhaite licencier un salarié pour divers motifs, c'est bon de saisir l'avocat avant la décision pour dire, bon, voici ce qu'on lui reproche. Est-ce que d'un point de vue légal, ce qu'on lui reproche là, est-ce que la loi nous permet de procéder à ce licenciement? Et si la loi ne le permet pas, il ne faut pas le faire, parce que bien évidemment, les conséquences peuvent être désastreuses, en tout cas, peuvent ne pas être bonnes pour l'entreprise. Donc moi, je recommande de recourir à l'avocat davantage en termes de conseils avant la naissance des litiges. Maître, beaucoup pensent également que les prestations des avocats sont réservées aux personnes aisées. Alors, que leur répondez-vous? Non, je réponds que ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact parce que si on prend l'activité judiciaire, je pense pouvoir dire sans me tromper que la majeure partie, une bonne partie des dossiers, c'est des litiges qui ont trait à des histoires de pension alimentaire, des litiges qui ont trait à des divorces, des litiges qui ont trait à des questions foncières, souvent en milieu rural.
où il n'est pas forcément question de gros sous. Il n'est pas forcément question de gros sous, mais les avocats y vont. Quand vous prenez une jeune dame, je donne un exemple, qui habite à Bonneville, qui souhaite une pension alimentaire de 20 000 francs pour prendre soin d'un enfant qui est démuni, bien évidemment que ce n'est pas une question de gros sous. Et la majeure partie des litiges auxquels nous faisons face, ce n'est pas seulement l'aspect pécuniaire qui est mis en avant. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Ce n'est pas fait que pour les riches, bien au contraire, parce que beaucoup de litiges ne génèrent pas beaucoup d'argent. Et de manière également institutionnelle, il faut savoir qu'il y a des mécanismes d'assistance. C'est-à-dire que la loi même a prévu que lorsque vous êtes dans une situation indigente, vous avez la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat à des tarifs réduits et qui sont même supportés par l'État. Ok. Alors, et quel conseil donnez-vous justement aux personnes qui hésitent toujours à consulter un avocat? Non, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter parce que les avocats sont là. Ils sont à la disposition des justiciables. Il faut toujours faire le premier pas. Il faut expliquer son problème. Vous voyez, au-delà des mots, avocats, etc., les avocats sont régis par une déontologie et normalement on fait preuve d'humanisme. Ça fait partie des obligations auxquelles nous sommes astreints et bien évidemment, toutes les fois que nous sommes confrontés à des situations où quelqu'un nous sollicite et que nous voyons qu'il faut y aller, on y va. On donne des conseils, on défend souvent, même très souvent pour bono, c'est le thème qui est consacré, se consacre gratuitement à des causes. Et donc il faut pas hésiter, il faut venir. D'accord, on espère en tout cas que le message est très bien passé. Et comment les avocats sensibilisent les citoyens sur leurs droits et leurs devoirs? Alors, il faut dire que ça peut prendre plusieurs formes. Déjà dans nos cabinets, nous donnons beaucoup de conseils juridiques. Nous, je ne peux pas compter le nombre de fois où des avocats ont dissuadé un employeur de licencier quelqu'un parce que, manifestement, il n'y a pas matière à licencier. On ne peut pas compter le nombre de fois où dans un litige ou dans des litiges fonciers, quand nous, avocats, on prend la documentation, qu'on l'examine, on se rend bien compte que c'est notre client qui n'a pas raison. Et donc, la première chose à faire, c'est de lui dire, bien évidemment en privé, tu n'as pas raison, il faut, voici ce que la loi dit par rapport à ta situation. Il faut qu'on trouve une solution par rapport à ça. Donc, à travers le conseil juridique, c'est le premier point. Et puis, à travers également des activités de sensibilisation. Activités de sensibilisation comme cette semaine de l'avocat qui va nous permettre de rencontrer concrètement les acteurs du monde des affaires, de rencontrer des citoyens, de leur dire ce que la loi dit, de leur dire comment l'ordre des avocats est organisé, quelle est la mission des avocats, comment on peut recourir à des avocats, etc. etc. Donc, c'est des éléments qui permettent d'aller dans ce sens. D'accord. Et quel rôle les avocats jouent dans la prévention des conflits au sein de la société? C'est un rôle très important. C'est un rôle très important qui n'est pas négligé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un adage qui dit que mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. C'est-à-dire que toutes les fois où nous avons la capacité, la possibilité dans un litige, rapprocher les parties pour trouver une solution amiable où chacune des parties fait des concessions pour éviter un litige souvent qui va s'éterniser sur la durée. Nous faisons des protocoles d'accord dans nos cabinets et ça permet de nos points de vue de pacifier les relations. Parce que d'une fois que vous vous traînez au tribunal, très souvent c'est pas facile après cela de reconstruire les rapports humains. Et donc, mais une fois que autour d'une table, on arrive à discuter concrètement pour rappeler à chacun qu'il a des droits, mais également des limites pour approcher les parties, on fait beaucoup ça. Voilà, des règlements à l'amiable. On fait beaucoup ça également. Je pense que c'est même ça a tendance même à se généraliser. C'est pas bon d'être tous les jours au prétoire. C'est pas bon d'être tous les jours au prétoire. Donc, on fait très souvent l'effort lorsque nous sommes saisis. Qui a la possibilité d'arriver à un règlement et même de convaincre nos clients pour qu'ils fassent des concessions, on n'hésite pas à le faire. D'accord. Et quelle place occupent les jeunes avocats dans le renforcement du système judiciaire? Alors, il faut dire que c'est comme dans toutes les organisations professionnelles et dans la société de manière générale, les jeunes sont un acteur clé parce qu'ils ont le dynamisme, parce qu'ils ont la volonté de repousser les limites, d'aller un peu plus en avant
que ce que les devanciers ont fait. Et aujourd'hui, on a un ordre des avocats qui est riche de ces jeunes, avec des jeunes qui sont spécialisés sur des questions très complexes comme les financements structurés, l'énergie, des jeunes qui sont bilingues, qui ont la capacité d'accompagner aussi bien les nationaux que l'État sur des opérations localement ou à l'étranger. Ce type de profil existe et tend même à se vulgariser au sein du barreau. Mais également, il faut aussi relever que il y a pas mal, au sein même du barreau d'association, il y a le syndicat des avocats, qui est composé majoritairement de jeunes qui mènent très, très fréquemment des activités de sensibilisation, des activités d'assistance judiciaire gratuite. Également, l'association des jeunes avocats, qui va également dans le même sens et qui travaille à la sensibilisation, qui défend des causes, qui défend des causes souvent gratuitement et qui travaille bien évidemment au renforcement des libertés, au respect des droits des citoyens, des entreprises, etc. D'accord. Et quelles sont vos perspectives pour renforcer davantage le partenariat entre le barreau et les citoyens? Alors, pour nous, un bon partenariat, c'est un partenariat où tout le monde sera gagnant. Et donc, toutes les fois qu'un justiciable se rend dans un cabinet d'avocat ou est face à un avocat et qu'il est totalement satisfait des prestations qui lui ont été données, nous ne sommes pas d'abord heureux. Et donc, le renforcement de ce partenariat va passer dans un premier temps par le renforcement même des capacités de l'avocat. Parce que nous sommes dans un environnement très dynamique où les choses évoluent. Et donc, bien évidemment, il faut à chaque fois que les avocats soient mis à niveau. Et sous le leadership du bâtonnier Benao et du conseil de l'ordre, la formation est devenue obligatoire parce que nous sommes tenus à une formation continue. Il y a des formations qui se tiennent périodiquement de façon mensuelle sur des thématiques avec des experts du barreau et des experts hors du barreau. Ça passe également par le renforcement de l'éthique et de la déontologie. Parce qu'un avocat, contrairement à un juriste ordinaire, est soumis à une éthique, à une déontologie qui a trait au maniement des fonds, qui a trait à une loyauté vis-à-vis des clients, qui a trait à la confidentialité dans le traitement du dossier du client qui ne doit pas s'évoluer vis-à-vis des tiers. Et il y a un ensemble d'obligations déontologiques que nous continuons à renforcer à l'égard des plus anciens qui sont déjà là, mais également à l'égard des plus jeunes qui viennent d'arriver. Et c'est tout ça de notre point de vue qui va faire en sorte que ce partenariat-là puisse prospérer sur la durée. Et quel message adressez-vous aux étudiants qui souhaitent devenir avocats? Moi, je les y encourage fortement. Je les y encourage fortement parce que c'est un métier où on apprend beaucoup. On apprend toujours. On découvre de nouvelles choses. Il y a une forme d'émulation intellectuelle liée au fait que le domaine du savoir, il est vaste. Il est tellement vaste qu'on ne peut pas finir de se l'approprier. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui est passionné par la recherche, passionné par la défense, qui a l'envie toujours de repousser ses limites, parce que chaque nouveau dossier est un nouveau challenge, et il faut aller au bout. Si vous êtes ce type de personne-là qui n'a pas peur de relever les défis, c'est la place où il faut être, le barreau. Maître, à rappeler encore la date de la Semaine nationale des avocats et le lieu des activités. Merci encore, je vais le rappeler parce que c'est très intéressant. Alors, donc de manière concrète et rapidement, le lundi 27, il y a le lancement officiel. À partir de 10h, à l'ordre des avocats, il va y avoir une dédicace d'ouvrages, 2 ouvrages. Le mardi 28, il y a une projection sur l'histoire du barreau. Le mercredi 29, il y a une émission à 10h sur le thème de la semaine. À 15h, il y a une activité à la chambre de commerce, mais qui est strictement réservée aux avocats, puisque c'est l'examen d'un projet de révision du règlement intérieur. À partir du jeudi 30, il y a une formation à Bobo, c'est une formation certifiante sur le management des cabinets d'avocats. Et puis, il y a une activité qui est très importante le vendredi. À partir de 15h, c'est la finale de la conférence de stage, qui est un concours d'éloquence qui va réunir nos meilleurs plaideurs. Laboratoire. Exactement. D'accord, maître. On est à la fin de l'émission. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est déjà de remercier votre télévision pour l'amabilité de nous inviter à donner davantage de visibilité à cette semaine. Et également encourager tous les Burkinabés de Ouaga, mais aussi et surtout de Bobo, puisque l'activité va se dérouler principalement à Bobo, à faire massivement de déplacements aux différentes activités pour mieux faire connaissance avec les avocats.
D'accord, maître. Merci bien. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous recevions sur ce plateau maître Stéphane Ouedraogo, avocat, pour parler de la semaine des avocats. Merci à vous d'être passé sur ce plateau, maître. Nous allons donc raccompagner notre invité avec ceci. Alors après ce temps d'entretien, nous sommes encore de retour sur ce plateau. Alors cette fois-ci, c'est pour clôturer cette belle émission. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous pour votre constante fidélité. Et quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 7h30. Dieu voulant. Passez une excellente journée en compagnie, bien sûr, des programmes de la télévision, des nouvelles idées. On se dit bye bye et à très bientôt.